Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Lanzmann. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème ? Eh bien, est-ce que vous êtes vraiment Félix Mathieu ? J'ai reçu A priori. voilà, Je vous l'assure. On va parler de l'usurpation d'identité, un cauchemar, un calvaire pour ceux à qui cela arrive. On en parle régulièrement sur Sud Radio, mais le cas d'Amina révélé hier par le Parisien, vous allez nous en parler dans un instant et on va voir comment on peut tenter de s'en sortir, tenter de régler, mais c'est très très compliqué quand on est victime d'usurpation d'identité. C'est un vrai cauchemar. Elle s'est même pas fait voler sa carte d'identité, c'est qu'elle l'avait fournie dans un dossier qui a été volé. C'est terrible et les conséquences sont désastreuses. Elle en a pour des milliers d'euros d'amende pour des choses qu'elle n'a pas faites. Ouais, on va en reparler dans un instant. 0826 300 300. Si vous avez été victime d'usurpation d'identité, si vous avez été victime vous aussi, 0826 300 300. Nous, on va revenir sur les violences qui ont eu lieu à la suite des élections municipales, des insultes, des cris. C'est un sujet qui vous a beaucoup marqué. Et puis encore un machin qui est lancé par Monsieur Lescure, ministre de l'Industrie, qui veut lancer une sorte d'observatoire, de je ne sais trop quoi pour les comité Théodule. Voilà, un nouveau comité Théodule. Nous, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir payer l'essence et on peut s'interroger sur le fait que l'État n'ait plus d'argent et que beaucoup de Français sont à la peine en ce moment. Gilles, on va parler de quoi avec vous ? Et moi, je vais vous parler. On va se demander à quoi joue Trump qui souffle le chaud et le froid. C'est en même temps. Il y a peut-être une raison. Version US, il y a peut-être une raison avec la bourse et le pétrole et ces négociations. Est-ce qu'il négocierait pas plutôt avec lui-même qu'avec les Iraniens ? On pourra s'en parler. 0826 300 300 si vous voulez réagir à quoi joue Trump d'après vous. Et puis je vous parlerai également du Go Fast. Alors non pas où on transporte de la drogue, mais les narcotrafiquants maintenant font du Go Fast pour transporter les migrants. Ça rapporte plus et il y a moins de risques parce que là, pour le coup, les condamnations ne sont pas les mêmes. Alors, Félix Mathieu, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que il y a de plus en plus d'usurpation d'identité. Alors, vous allez nous raconter un petit peu ce qui se passe et comment, surtout, on va voir tout à l'heure avec une avocate spécialiste de ce sujet, comment on peut y faire face à cette usurpation d'identité, quelqu'un qui s'est fait passer pour vous. Oui, on estime, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur révélés par le Parisien aujourd'hui en France, il y a quelques mois, qu'il y a 200 000 usurpation d'identité par an dans notre pays, 200 000 et parfois des cas extrêmes comme le calvaire d'Amina, 23 ans par exemple, cauchemar révélé par le Parisien. Depuis 2023, des individus se font passer pour elles dans les transports, par exemple lorsqu'elles ont une amende car elles voyagent sans titre, elles se font passer pour cette dénommée Amina qui habite Bordeaux. Elle a déjà reçu 600 amendes et ça a commencé fort en juin 2023. Au début, cette jeune Bordelaise a reçu 13 000 euros d'amende pour 79 infractions commises dans le Nord où elle n'a jamais mis les pieds. Ouais. Alors elle porte plainte, sauf que ça continue. Une pluie d'amendes venue ensuite de partout en France, Paris, Orléans, Strasbourg, n'en jetez plus. La jeune femme pense que l'origine de ces malheurs vient d'un dossier d'inscription pour un BTS qu'elle avait fait, dans lequel, comme souvent les dossiers, vous savez, on vous demande des photocopies par exemple de votre carte d'identité, de ces papiers, sauf que le dossier, il a été volé dans l'établissement lorsqu'elle s'y est rendue. Il avait disparu, certainement dérobé. Et résultat, son identité circule sur des réseaux parallèles. Elle affirme en tout cas dans le Parisien qu'elle a tenté même de prendre contact avec une dizaine d'avocats et que aucun n'a pris son dossier parce que le cas était trop compliqué, insoluble, tellement son identité usurpée est désormais un peu partout disponible, si vous voulez, pour les fraudeurs, pour les fraudeuses en l'occurrence. Elle se débrouille du coup avec les moyens du bord. Elle explique que par exemple, elle va garder ses tickets de caisse pour prouver qu'elle n'était pas à l'endroit concerné au moment de l'infraction. Et le plus révoltant peut-être dans cette histoire quand même, tenez-vous bien, c'est que le fisc du coup a décidé, vu qu'elle refuse de payer ses amendes, le fisc a décidé de récupérer les sommes en se servant directement
directement sur son salaire, avec des retenues sur son petit salaire de 1 300 €. Amina forcément ne sait plus comment sortir la tête de l'eau. Vous imaginez dans ce contexte à quel point elle se sent abandonnée. Elle a attaqué au tribunal ou pas ? Elle a porté plainte, mais elle a même lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Ouais, pour une loi, ça s'appelle cette pétition pour une loi d'urgence face à l'usurpation d'identité. Ça a effectivement été lancé sur le site de l'Assemblée nationale. Elle décollait pas beaucoup sa pétition, mais depuis l'article du Parisien hier, sa proposition a dépassé. On était à 2700 signatures tout à l'heure. Il y a quelques mois, donc le ministère de l'Intérieur avait donc fourni en tout cas cette estimation de 200 000 usurpations d'identité par an. Donc c'est quand même vous dire que c'est beaucoup. Je pense. C'est énorme. Ça paraît énormissime. Ouais, c'est énorme. Maître Marie-Camille Eck, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialiste de l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que vous traitez énormément de dossiers sur ce sujet. Et effectivement, on a du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène. Vous confirmez que c'est quelque chose qui est assez fréquent ? Oui, effectivement, c'est quelque chose de très fréquent. Alors, notamment les usurpations d'identité dans les transports en commun, comme le cas d'Amina, mais il y a de multiples cas d'usurpation d'identité. Ça peut recouvrir des problèmes bancaires, des problèmes de société, des problèmes de permis de conduire. C'est très varié. Oui, et vous êtes, quand on dit spécialiste de ce sujet, ça veut dire que vous avez beaucoup de dossiers qui sont du même niveau que ce qui se passe pour Amina, avec Alors, oui. J'ai fait le choix effectivement de me consacrer à la défense des victimes d'usurpation d'identité pour pouvoir les défendre le mieux possible, puisque ça aide quand on se spécialise dans un domaine, c'est certain. J'ai pas mal de cas effectivement comme Amina, pas tous avec autant d'infractions, mais j'en ai d'autres avec un volume d'infractions équivalent. Oui, Gilles avait une question à vous poser. Oui, alors en fait, comment on procède ? C'est-à-dire que là, elle dit que c'est un dossier qui a été volé, mais la photo sur la carte d'identité, c'est la sienne. J'imagine que les voleurs ne présentent pas sa carte d'identité, puisqu'elle est toujours en possession de sa carte d'identité. Ça veut dire qu'ils fabriquent des faux à partir de nos papiers ? Alors, il y a différents cas de figure puisque la SNCF parfois va simplement relever l'identité communiquée verbalement par un individu. Dans certains cas, ça va être une copie de pièce d'identité. Dans d'autres, ça va être une vraie pièce d'identité. Dans d'autres cas, ça peut être une fausse pièce d'identité faite à partir de vraies informations. Donc, tant qu'on n'a pas de procès-verbal initial qui indique la façon dont l'individu a communiqué son identité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ouais. On vous entend très mal, maître. On va être obligé de vous rappeler pour essayer d'établir une meilleure liaison. Et n'hésitez pas à nous appeler, à témoigner si vous avez été vous-même victime d'usurpation d'identité. C'était un phénomène qui visiblement prend de l'ampleur avec évidemment le numérique où on laisse pas mal de traces. Et puis vous êtes d'accord que de nos jours, c'est facile, si vous avez une carte d'identité photocopiée, de changer la photo. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, mais s'ils donnent qu'un papier, si la SNCF accepte qu'un papier ou d'autres endroits n'acceptent qu'une photocopie de vos... C'est ça qu'on devrait interdire. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'était la question que j'allais poser à notre invité, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, changer une photo, ça prend 2 secondes sur des papiers. On se retrouve dans un instant avec vous, toujours à votre écoute, 0826 300 300 sur Sud Radio. Stéphane nous dit la CNIL aux abonnés absents. Encore sur le coup, la cybersécurité, c'est pareil. Effectivement, vraie question. À tout de suite. Sud Radio.
Parlons. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour parler de l'usurpation d'identité, le cas de Amina, 23 ans, qu'on a découvert hier dans le Parisien, que vous avez évoqué avec nous, Félix Mathieu. Depuis 2023, des individus se font passer pour elle dans les transports. Elle reçoit des amendes, elle en a pour plus de 13 000 euros pour 79 infractions commises dans le Nord, et elle n'a jamais mis les pieds dans le Nord. Et des saisies sur salaire, ça c'est incroyable, des saisies sur salaire pour les amendes qu'elle ne paye pas. Marie-Camille Eck est en ligne avec nous, avocate spécialiste de l'usurpation d'identité. Comment on fait tout simplement pour éviter l'usurpation d'identité ? Alors, il faut être très vigilant sur la façon dont on communique ces documents personnels et notamment les documents d'identité. Il faut absolument les communiquer le moins possible, et lorsqu'on les communique, ce qu'il faut, c'est toujours rajouter un filigrane pour éviter qu'ils puissent être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles on les a communiqués. C'est la première chose, le premier conseil de base. C'est-à-dire un filigrane, par exemple, lorsqu'on loue un appartement, votre propriétaire, quand vous constituez votre dossier, va demander une copie de votre pièce d'identité. Qu'est-ce que je mets quelque chose en travers, c'est ça Alors, tout à fait. Et maintenant, le gouvernement a mis en place une application qui permet de le faire de façon numérique. Et on va donc barrer la pièce d'identité et indiquer la raison pour laquelle on la communique. Il ne faut pas hésiter à être précis sur le filigrane en indiquant, par exemple, réponse à l'annonce de location, numéro, et indiquer avec précision la date, le numéro de l'annonce à laquelle on répond. Comme ça, on est sûr au moins que la pièce ne va pas être utilisée pour, par exemple, répondre à une autre annonce de location. Alors ça, c'est l'application France Identité, ça se fait automatiquement. Enfin, c'est sur cette application-là qu'on peut envoyer nos coordonnées sur l'application France Identité ? Alors ça va être l'application filigrane.gouv. L'application France Identité, ça va être à partir de l'identité numérique. On va pouvoir communiquer à un individu le fait que notre identité est bien valide à une date donnée, au lieu de communiquer une copie de sa pièce d'identité. Ouais. Donc là, ça aurait permis, par exemple, à Amina à Bordeaux, ça lui serait pas arrivé si elle avait su qu'il fallait passer par filigrane.gouv.fr. Ça aurait vraiment empêché ce qui lui arrive dans les transports, c'est-à-dire ces personnes, on imagine ces jeunes femmes qui se font passer pour elles quand elles ont une amende. Malheureusement, ça aurait permis de limiter le risque, mais pas nécessairement empêcher de façon certaine le risque, puisque les agents SNCF, en fait, ne font que relever l'identité du contrevenant, et à l'extrême, on n'est même pas obligé, lorsqu'on est contrôlé, de présenter une pièce d'identité. Ouais. Quand on se fait voler ses papiers, ça peut être là aussi une source de vol d'identité ? Oui, tout à fait, c'est certain. De toute façon, il est important, dès qu'on est victime d'usurpation d'identité, quel que soit le mode, il est très important de refaire faire ses papiers. Ça ne va pas malheureusement protéger de façon certaine la victime, mais ça va beaucoup simplifier les démarches pour prouver que tout ce qui est fait à partir de maintenant avec l'ancien document d'identité n'est pas fait par la victime elle-même, mais par l'usurpateur. Ça simplifie grandement les démarches de refaire les papiers. Parce que ce qui est impressionnant dans l'histoire d'Amina aussi, c'est le fait quand même que le fisc se serve directement sur son petit salaire pour les amendes qu'elle refuse de payer. Ça veut dire que on parle depuis juin 2023, ça veut dire que elle n'a jamais réussi à faire entendre à l'administration que c'était pas elle, qu'elle était victime d'usurpation d'identité. On se heurte à ce point-là à un mur. Il y a aucune solution simple et à court terme. Alors, moi, je trouve des solutions. C'est pas moi qui gère le dossier d'Amina. J'ai pris contact avec elle et je lui ai indiqué que on pouvait, si elle le souhaitait, faire le point ensemble. Personnellement, dans les dossiers similaires, ça n'est pas simple, mais si moi, j'arrive à faire en sorte que les choses s'arrêtent et à trouver des solutions. Heureusement, au niveau des saisies, que ce soit les saisies sur compte ou les saisies sur salaire,
on peut les faire suspendre. On arrive quand même à obtenir le classement des infractions. Et ensuite, une fois que, j'ai envie de dire, le passé est réglé, l'objectif, évidemment, c'est de faire en sorte que les choses s'arrêtent pour l'avenir. Ouais. Et là-dessus, ce qu'il faut, c'est obtenir la mise en place d'un signalement qui doit être diffusé auprès de tous les contrôleurs de la SNCF, si c'est la SNCF qui est concernée, ou de n'importe quel opérateur de transport, puisque ça peut parfois être d'autres sociétés, évidemment, que la SNCF. Là, on parle d'amende dans les transports. Ça peut aller beaucoup plus loin, l'usurpation d'identité ? Ah oui, tout à fait. Moi, dans les cas un petit peu atypiques, j'ai des clients qui se retrouvent mariés avec des individus qu'ils ne connaissent pas. J'ai des clients qui peuvent être censés avoir fait des peines de prison alors qu'ils n'ont jamais été emprisonnés. J'ai des clients qui ne parviennent pas à obtenir le renouvellement de leur pièce d'identité parce qu'un autre individu a demandé une pièce d'identité à leur nom. Donc oui, ça peut aller loin et les cas sont très variés. Ensuite, à chaque problème, une solution. Ouais. C'est compliqué, les usurpations d'identité, mais quand on fait ce qu'il faut, quand on se démène, on aboutit toujours. On trouve toujours un moyen de régler la situation. En tout cas, dans mes dossiers, c'est comme ça que ça se passe. Gilles ? Quand il y a des ouvertures de compte ou des prises de crédit avec votre identité ou une usurpation d'identité, est-ce que vous arrivez à mettre en cause les banques ou les instituts de crédit ? Oui, mais c'est-à-dire, moi je compte qu'à partir du moment où un compte est ouvert par un tiers, il y a nécessairement un manquement de la banque à son devoir de vigilance à un moment donné. C'est pas normal. La seule chose, c'est que les victimes, ce qu'elles veulent, c'est que la situation se résolve le plus rapidement possible. Donc bien souvent, ça va être plus rapide et plus efficace de transiger avec la banque et de convaincre la banque qu'il faut qu'elle arrête immédiatement les poursuites, plutôt que d'aller au bout de la procédure judiciaire pour obtenir l'engagement de la responsabilité de la banque. Du coup, souvent, on ne va pas jusqu'à l'engagement de la responsabilité de la banque. Oui, Félix Mathieu, on est heureux d'entendre que vous avez pu entrer en contact avec Amina, parce que c'est un autre truc étonnant qu'elle raconte dans Le Parisien, c'est que elle a du mal à trouver un avocat qui accepte son dossier tellement il est complexe, inextricable. Vous êtes peu d'avocats spécialisés vraiment sur ce sujet de l'usurpation d'identité ? Alors, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres confrères qui ne fassent que ça comme moi. Mais bon, à ma connaissance, il y a peut-être d'autres confrères qui font exclusivement ce type de dossier. C'est dommage parce que Amina m'avait pas contacté parce que pour moi, le dossier insoluble d'usurpation d'identité n'existe pas. Ça se résout toujours. C'est compliqué, mais ça se résout. Est-ce que la loi est suffisante et assez protectrice ? On a l'impression quand même que c'est assez kafkaïen quand on se retrouve dans cette situation. Ah non, ça c'est très très clair. On est extrêmement mauvais en France sur la lutte contre l'usurpation d'identité. C'est pour ça aussi que j'avais au départ contacté Amina pour la féliciter de son initiative, parce que il y a énormément de progrès à faire. Il y a des choses à mon sens très simples qui pourraient être mises en place qui ne le sont pas. Comme quoi, par exemple ? Notamment sur déjà, permettre un accès plus large aux fichiers des titres perdus et volés, puisque aujourd'hui, finalement, même quand un titre est déclaré perdu et volé, il est toujours utilisé par les usurpateurs et ça fonctionne. C'est choquant. Sur le volet bancaire, on pourrait imaginer des mesures préventives au niveau de la Banque de France, puisque il y a beaucoup de gens qui redoutent d'être victimes parce qu'ils ont des raisons de penser que ils ont été victimes d'une arnaque et que leurs papiers sont tombés dans les mains d'escrocs. Ces personnes, elles aimeraient pouvoir mettre un warning sur leur fichier Banque de France qui pourrait permettre d'éviter l'ouverture de compte ou la souscription de crédit à leur nom. C'est quelque chose qui n'est aujourd'hui pas possible. Ça me semblerait assez simple à mettre en place. Et ça pourrait déjà limiter beaucoup les cas.
Alors les banques sur les vols de carte bleue ont imaginé générer un numéro. Vous savez, on peut avoir une carte virtuelle de carte bleue. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'avoir une carte virtuelle d'identité pour éviter de donner son identité? Est-ce qu'on pourrait imaginer un système comme ça et est-ce qu'il existe dans le monde? C'est un petit peu quand même l'idée de France Identité. C'est un petit peu le même principe avec l'identité numérique où on peut générer un document qui indique que cette identité est valide sur un certain laps de temps. Oui. D'accord. En tout cas, oui, vous soutenez... Frédéric, pardon, Félix, pardon. Félix, vous soutenez... Elle vous a déjà mis une autre identité. Elle a rebaptisé, voilà. Usurpation d'identité, c'est vrai. Vous avez, maître Marie-Camille Heck, vous soutenez la pétition lancée par Amina sur le site de l'Assemblée nationale qui s'appelle, je rappelle, pour une loi d'urgence face à l'usurpation d'identité. Vous êtes d'accord avec elle? C'est vraiment urgent? Alors moi, toutes les initiatives pour lutter contre l'usurpation d'identité, de toute façon, évidemment, je les soutiens. Oui. Et donc, conseil pour conclure à nos auditeurs, France Identité, c'est la meilleure manière de se protéger. Et si on est victime... et filigrane.fr, que je connaissais pas. Moi non plus, je connaissais pas. Et surtout de réagir très vite. Hein, c'est aux premières alertes de réagir le plus vite possible. Oui, tout à fait. Ce que je vois, moi, dans mon exercice, c'est que plus on règle les problèmes rapidement, plus ils sont simples à résoudre. Ouais. Donc, il ne faut pas laisser les situations se détériorer pendant des mois, des années. Il faut agir rapidement. Merci. Et oui. Toujours garder espoir. Et il y a toujours des solutions. Merci beaucoup, maître Heck. Donc, je vous en prie, merci Marie-Camille Heck, spécialiste de l'usurpation d'identité, phénomène qui est en progression. Merci Félix Mathieu. Avec et nous, plaisir. on se retrouve dans un instant avec vous, Gilles, pour commenter l'actualité. On va reparler de ces scènes de violence qui ont eu lieu dans plusieurs mairies, de cette montée, de cette tension, pas seulement en Seine-Saint-Denis, on a pu voir dans d'autres quartiers des insultes, des menaces. À tout de suite. Sud Radio. Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour ces 2 heures d'infos. Mettez-vous d'accord. Ils vont se mettre d'accord aujourd'hui. Ils sont de bonne volonté. Quoique. Rémi Branco, bonjour et bravo. Bonjour. Vous êtes maire depuis l'évêque. Absolument. Depuis dimanche. Enfin, pas encore. Il y a pas. Si, on a eu parce que j'ai été élu au premier tour. Donc on a eu le conseil municipal d'installation dimanche. Voilà. Alors, et c'est la première fois ? C'est la première fois ? C'est la première fois que je suis maire. J'étais élu départemental et c'est la première fois que je m'engageais sur une municipale. Et je suis très heureux d'être maire, même si on va en reparler, il y a déjà pas mal de soucis. Oui, vous êtes vice-président du Lot, porte-parole du PS. C'est quoi ? Non, je plaisante. Ça, je préfère moins en parler. Voilà, et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur. On va en reparler avec vous. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour à vous. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié Réussir, c'est possible aux éditions Fayard. Et Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour président Valérie. de Tenkan Paris. Vous êtes spécialiste en communication. Vous avez publié C'est de la com, 60 idées reçues aux éditions Bréal Studirama, à recommander à tous ceux qui s'intéressent à la com et en particulier aux étudiants en communication. Par exemple. Et aux politiques peut-être. Et aux politiques, oui. Il y en aurait besoin pour les politiques. Oui, il y en aurait besoin Et à aussi. tous ceux qui pensent connaître la communication et qui n'y connaissent pas grand-chose en réalité. Quoi. Absolument, et Gilles Gansman est resté évidemment avec nous. On va parler donc de ces municipales et plutôt des violences. Alors oui, on parle des choses qui ne vont pas, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais des violences un petit peu dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, mais pas que. On a vu aussi à Poissy le fils du maire sortant insulter la maire nouvellement élue. Ces violences inadmissibles. Vous avez tous été assez choqués. 0826 300 300 si vous voulez évidemment nous donner votre avis. Et puis Roland Lescure évoque un choc pétrolier et il annonce un comité de suivi de la crise. On est rassurés. On a un nouveau machin qui va arriver, un truc. Je crois que je vais aller à Poiponnet ce matin, Valérie. Je vais vous laisser. Voilà, un machin. Vous allez voir, ça va être formidable. Bref, on commence avec vous, Gilles. Le zapping, je pose une petite question au maire. Rituel qu'on a posé hier à certains maires qui étaient élus sur le plateau. Qui vous avez appelé en premier ? Est-ce que vous avez appelé votre maman ?
Elle était présente. Voilà. Elle était présente. Il y a intérêt. J'ai appelé une amie qui m'a accueilli dans ce village il y a 7 ans, et Geneviève Jacot, et je pense à elle parce qu'elle lutte contre la maladie depuis quelques jours, et j'ai pensé très fort à elle, et c'est elle que j'ai eu mes premiers mots. Ah voilà, parce qu'on a dans le documentaire d'Alex Darmon qui est passé hier et qu'on vous encourage à aller voir sur le replay d'M6 Paris à prendre, où il a suivi les candidats à Paris, on voit la victoire d'Emmanuel Grégoire. Et tout de suite, il dit je vais appeler, faut que j'appelle ma mère, quoi. Et effectivement, hier, on a devancé, ils ont voulu être là. Et Gilles Platret aussi dit qu'il a appelé sa maman. Voilà. Alors Gilles. Alors, mais à quoi joue Donald Trump? Alors, il évoque des super, incroyables, géniales, fantastiques négociations avec l'Iran, mais d'un autre côté, il envoie plusieurs marines supplémentaires. C'est un peu le même, en même temps, version américaine. Alors, pourquoi souffle-t-il le chaud et le froid? Peut-être le fait-il pour le pétrole. Dans les salles de marché partout dans le monde, c'est une anomalie qui a sauté aux yeux des spécialistes hier matin. C'est quelqu'un qui a vendu à un excellent prix du pétrole sur le marché quelques minutes avant que les cours ne s'affaissent de plus de 10%. Donc c'est une très belle opération financière. Ces ordres de vente ont été passés à un moment de calme plat sur le marché, 15 minutes à peine avant ce message de Donald Trump. Rassurant, il a fait immédiatement baisser les cours du pétrole de 14%, le coup parfait pour le ou les courtiers concernés. Ça soulève des questions, soit effectivement c'est quelqu'un qui a une très belle intuition ou un coup de chance, ça peut arriver, soit c'est quelqu'un qui était informé, il n'y a pas d'autre possibilité. Selon l'agence Bloomberg, jusqu'à 2 milliards de dollars de contrats sur le pétrole auraient été échangés, de quoi générer des centaines de millions de bénéfices pour des courtiers dont l'identité n'a pas été révélée. Alors évidemment, ça fait scandale aux États-Unis, cette histoire. Est-ce que la Maison-Blanche a annoncé des négociations pour faire une opération financière? La Maison-Blanche a répondu que ça venait pas d'eux, mais qu'il fallait regarder du côté de l'Iran, qui savait qu'il y avait des négociations en cours. L'Iran, évidemment, a dit nous, on négocie pas. Alors est-ce un Iranien ou la Maison-Blanche qui a fait cette opération financière? Faut rappeler qu'on le fait quand même sur le dos de la guerre et sur le dos des morts, quand même. Oui, absolument. Alors, Sophie, pour répondre un peu, je crois qu'il y a de tout. Il a une intuition dingue. Donald Trump, oui. Ouais, il a une intuition dingue. Il est pas très honnête, ça c'est évident. Il pense qu'à s'enrichir, c'est évident. Ah, voilà. Mais il y a, non, mais bien sûr. Mais il y a tout ça ensemble. D'ailleurs, je conseille de lire le bouquin d'Alain Boer, qui reprend tous ces mots en anglais, qui a vécu aux États-Unis beaucoup, et qui écrit un bouquin sur Trump. Où son analyse d'ailleurs est que, il n'est pas 2 fois par hasard nul président des États-Unis. Ce mec a quelque chose d'incroyable, incompréhensible, qu'on n'aime pas, qui peut susciter beaucoup de choses, mais la réponse est complètement multiple. Ouais. Mais est-ce qu'il faut jouer en bourse non, il faut pas. Sur la guerre et autres Non, il faut pas, c'est lamentable. C'est la question. Oui. Alors au moins d'accord avec Sophie sur un point, l'homme est complètement imprévisible. Il est d'autant plus imprévisible, c'est que cette intervention en Iran ou cette guerre, on n'en connaît pas les raisons. On n'en connaît pas la stratégie et les objectifs, ce qui d'ailleurs lui permettra au moment de son choix de dire j'ai atteint mes objectifs, puisque comme il ne les a pas annoncés avant, il pourra décider de lui-même le moment où il les aura atteints, et puis comme il le fait, il se mettra une note. Alors je ne sais pas s'il se mettra 9 sur 10, 10 sur 10, 12 sur 10. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir qui est gagnant. Parce que en quoi l'Iran menaçait directement les États-Unis pour justifier une intervention. Je dis pas qu'il fallait pas intervenir en Iran. Je me pose la question inverse, c'est en quoi l'Iran menaçait les États-Unis, et on verra après qui est gagnant dans cette affaire. Et si les gens qui sont gagnants, ce sont uniquement des hommes d'affaires qui ont bénéficié de délits d'initiés, ça pourra mettre en question quand même la stratégie politique et l'honnêteté, l'éthique mondiale, carrément, l'éthique de ce président. Ouais, je vous conseille aussi L'art de Trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, d'Anne Toulouse, un excellent livre sur le sujet, sur la communication de Donald Trump. Comme le dit Sophie, il y a une combinaison, une confusion extrêmement malsaine entre la guerre, la politique et l'enrichissement personnel ou collectif. Enfin, on ne sait plus au final pourquoi on a mené cette guerre. Est-ce que c'est pour les mid-terms, pour se refaire une santé politique? Est-ce que c'est pour enrichir les copains? Est-ce que c'est pour enrichir le pays? C'est désastreux. Il a quand même défendu le peuple à la base. Souvenez-vous, quand il a débarqué, on avait le peuple iranien sur lequel on tirait. Mais ça, c'est comme les armes nucléaires en Iran, en Irak en 2003. On tirait sur le peuple, et
et moi, ça me scandalisait. Il a mis du temps avant de réagir. Hein. Il avait dit attention, retenez-moi. Il est intervenu assez tard. Forcément, il avait dit à son peuple qu'il n'interviendrait jamais à l'extérieur. Mais c'est parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte avec les... Moi, je pense que le seul intérêt, c'est savoir si ça peut rapporter du profit de la finance. Si ces pays étaient très très pauvres et n'aient pas du tout de réserve, ils s'en occuperaient pas, ils laisseraient crever les gens. C'est bizarre qu'ils s'occupent du Venezuela et de l'Iran. C'est marrant, hein. Il y a un point commun, je crois. Non, mais quand vous en connaissez des généreux politiques dans le monde, et les guerres. C'est pas un joyeux prêtre qui veut faire du bien dans le monde entier. Bizarrement, il n'a pas attaqué Oman. C'est un homme financier et qui pense que le monde se dirige uniquement avec des pétrodollars, c'est tout. Bizarrement, il n'a pas attaqué Oman et le Guatemala. Il a pris le Venezuela et l'Iran. C'est bizarre, hein. Sanchez évoque un scénario pire que pour 2003 avec l'Irak, la seconde guerre du Golfe. Effectivement, on s'attend à un choc pétrolier assez important et on apprend dans le même temps que Téhéran va ouvrir Hormuz, le détroit d'Hormuz aux bateaux non hostiles. Bon, je ne sais pas qui sont les non hostiles, mais quand on voit Trump effectivement qui dit que ce soit dit prêt à discuter avec un ayatollah, il faut bien discuter avec quelqu'un. Bah oui, mais pas avec les ayatollahs. Avec qui? Je sais pas. Valérie, juste problème avec l'ouverture du détroit d'Hormuz aux bateaux venant de pays non hostiles. C'est maintenant vient se greffer la question des compagnies d'assurance qui, même si le détroit est ouvert, elles ne veulent plus assurer et donc elles peuvent empêcher les bateaux de circuler. Est-ce qu'il est miné finalement ce détroit? Parce qu'on nous a expliqué qu'il était miné. Personne ne le sait vraiment. Personne ne le sait vraiment. On continue. Mais les éléphants dans la pièce, ça c'est quand même la Chine. Parce que non hostile, ça veut dire la Chine quand même. Donc la question, c'est quand même la position de la Chine et les liens entre l'Iran et la Chine en ce moment. Et ceux qui s'enrichissent, c'est les Russes. Aussi. Tout le monde fait la guerre aux narcotrafiquants. Résultat, faudrait peut-être penser à se diversifier. Et les narcotrafiquants ne reculant devant rien et étant toujours très inventifs. Est-ce que vous connaissiez forcément ce qu'on appelle le go fast pour la drogue? Vous savez, c'est franchir les frontières les plus rapidement possible et aller très vite pour passer de la drogue. Et ben là, ils ont un peu diversifié. Ils font le go fast pour migrants. Ils prennent des migrants et ils vont le plus vite. Reportage sur France 2. Une voiture puissante qui roule en amont pour voir s'il y a des contrôles de police. Et puis, juste derrière, il y a plusieurs voitures, parfois, qui transportent des migrants. Il y a quelques mois, un réseau international de passeurs a été démantelé entre l'Espagne et le sud de la France. 1700 migrants sont arrivés de cette façon en quelques mois en France. 19 personnes sont interpellées à Marseille et en Espagne. On avait d'abord des rabatteurs qui, du côté espagnol, retrouvaient des candidats à l'exil et, contre rémunération, les transporter, faire comme de la marchandise, comme de la drogue. Suite à cette affaire, le procureur de Marseille a d'ailleurs remarqué que les passeurs sont parfois des narcotrafiquants qui diversifient leur activité. Exploiter la misère humaine et transporter les migrants, c'est peut-être plus facile et moins sanctionné que de transporter de la cocaïne. On peut penser à une réorientation et à une diversification des activités des narcotrafiquants. Prix du voyage entre 150 et 300 euros. Au total, ce trafic a généré presque 200 000 euros. Un trafic a déjà généré 200 000 euros, ce go-fast des migrants. Alors, déjà, c'est un sujet d'M6, c'est le sujet d'avant qui était de France 2. Et dans le reportage, ils indiquent également que, évidemment, faire passer un migrant... Pour l'instant, la justice n'a pas de peine prévue sur les passagers migrants et que c'est beaucoup moins dangereux risqué que le narcotrafic. Donc, ils gagnent sur toute la ligne. Oui. Patrick Vignal, vous en aviez entendu parler? Vous rappelez? Oui. Ah bon? C'est chez moi, là. C'est la partie. La frontière, la frontière, ça passe par l'Espagne. Parce que c'est une exclue, c'est formidable. Pardon, c'est une exclue. Vous avez trouvé, cher Gilles, cette nuit, parce que vous dormez jamais et vous êtes à la pointe de l'actualité, mais tout le monde le sait. Même Donald, il me dit on va réfléchir si on peut récupérer Gilles parce qu'il a une pointe politique extraordinaire. Cher Donald, nous avons un compagnon. Gilles n'a que des scoops. Le narcotrafic, vous le savez, moi je travaille sur les quartiers populaires toute la France, mais vous verrez que dans 2 ans, il n'y aura plus de guetteurs au bas des immeubles. Maintenant, aujourd'hui, on commande tout sur WhatsApp. Ah bon, vous commandez? On commande tout. Moi, j'aimerais, vous savez, Valérie, on m'a dit, hier, on m'a dit, c'est une reconversion. Un journaliste m'a dit, t'es tellement excité que tu devrais peut-être prendre quelque chose pour te calmer. Mais bon, je crois que je n'y arriverai jamais. Je suis trop passionné. Mais c'est vrai que le narcotrafic aujourd'hui, je veux dire, ça va évoluer. Ça pourrit tout.
ça pourrit nos prisons, ça pourrit peut-être maintenant dans certaines institutions. Je veux dire, il y a tellement d'argent. Pour mon village. Oui. Il faut punir les consommateurs. Et c'est parti dans le rural. Et je vais vous dire, Sophie, c'est pas suffisant de pourrir. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, c'est la priorité des années qui viennent. Cet argent facile pourrit toute notre jeunesse. Il faut punir les consommateurs. Oui, moi, le narcotrafic pourrit mon village. J'ai un village de 1860 habitants. Qui est un magnifique village, mais vous avez en plein cœur de la cité médiévale un point de deal avec 2-3 personnes qu'on a évidemment parfaitement identifiées, qui par ailleurs intiment tout. Attendez, je viens d'arriver. Qui intiment tout le monde, qui intiment tout le monde quand on met en lumière leur trafic. Et en fait, ils vivent du fait d'avoir des rues qui ont été un peu abandonnées, des logements qui ont été abandonnés, donc ça squatte, ça vend. On voit des voitures arriver à 100 à l'heure en plein milieu du village, récupérer leur dose et repartir. C'est le l'Uber Eats. L'Uber Sheet, même dans nos villages. Donc nous, on va faire une réunion avec la gendarmerie. Parce qu'imaginez les habitants, qui sont souvent des personnes âgées, qui se font impressionner, intimider, avec des incivilités. Ils n'osent pas porter plainte, parce qu'ils ont peur des représailles. C'est des personnes qui vivent juste au-dessus. Mais vous n'imaginez pas la jeunesse de nos territoires ruraux. Elle est en proie, de la même façon que la jeunesse en milieu urbain, à la drogue. Parce qu'aujourd'hui, c'est terrible, elle s'est démocratisée, la drogue. Aujourd'hui, vous achetez de la cocaïne sans être forcément richissime, sans être... Elle s'est démocratisée dans le sport. Vous avez dans le rugby, dans le foot, la consommation de cocaïne qui a explosé. La cocaïne dans le rugby, c'est quand même un tabou. On n'en parle pas assez. Vous avez raison. Et ça s'est démocratisé, malheureusement, j'aime pas ce mot, mais dans nos villages, avec dans les bars, dans les restos, puis après, toute une génération qui est passée directement de drogue douce à la cocaïne, parce qu'aujourd'hui, désolé, elle est bon marché. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de prévention là-dessus. Il y a des associations qui défendent ça, qui se lancent dessus. Je pense à Lévi Théo dans le Lot, magnifique association, suite au décès d'un jeune qui est mort d'overdose. Ça faisait 10 ans qu'il était coincé dedans et que tout son entourage était impuissant. Parce que malheureusement, il n'y a pas de palliatif. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, c'est honnêtement, dans les villages, en plus, vous imaginez la honte que c'est pour la personne qui est addicte, pour sa famille, qui n'ose pas en parler. On est en train de libérer la parole parce qu'il y a des associations qui se montent. Mais il faut à la fois la gendarmerie qui agisse très vite dès qu'on a des flagrants délits sur les trafics, et puis ensuite vraiment de la prévention et du dialogue pour que ces familles ne se sentent pas seules. Et ça, je crois que c'est très important. Comment un maire, non mais c'est une vraie question justement, parce que vous êtes plein de bonne volonté, vous avez dit des choses très justes. Comment est-ce qu'un maire peut agir? Quand vous dites je vais parler à la gendarmerie, est-ce que la gendarmerie peut entre guillemets obéir entre guillemets au maire et agir? Oui, on va effectivement rassembler la population avec la gendarmerie qui va expliquer aux habitants à la fois leurs droits et leurs devoirs. Leurs devoirs pour certains, le droit pour tous qui sont victimes de ces trafics, pour qu'il puisse y avoir des plaintes déposées collectivement. Il se passe quoi? Derrière, quand même, il y a des signalements et la gendarmerie doit pouvoir intervenir. Parce que là, c'est pas très compliqué, honnêtement, de prendre en flagrant délit ces trafics. Alors, on va pouvoir continuer à en parler parce que c'est un sujet important et ça intéresse nos auditeurs. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, nous raconter ce qui se passe peut-être chez vous, dans votre village, dans votre ville, ce que vous observez, on en parle avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sujet intéressant, passionnant, essentiel, que la drogue, le trafic de drogue, on est parti du trafic des migrants, mais néanmoins, ce que vous nous dites de votre expérience, Rémi Branco, donc de votre commune, petite commune, combien d'habitants? 1860. Où le trafic de drogue, les points de deal existent. Je vois que nos auditeurs sont très réactifs sur le sujet. Tant que la justice sera laxiste, rien ne bougera, me dit Marie. Légaliser le cannabis, interdire les drogues dures, terminer les points de deal. De toute façon, Carrefour Market vend du LBD qui est... Alors c'est pas exactement pareil, mais... Il paraît que le cannabis c'est beaucoup plus fort qu'avant. Il y a un nouveau cannabis. Alors sur le trafic, effectivement, et qui gangrène les petites communes partout, enfin c'est dans tous les territoires. Tous les mois, j'ai travaillé sur ça, sur un narcotrafic, les épiceries de nuit, les bars à chicha, qu'il faut réglementer, structurer. En fait, le vrai débat, Sophie, c'est la prévention. C'est-à-dire que moi, je suis effaré de savoir le nombre de personnes qui fument. Et c'est pas uniquement les quartiers populaires. Qui fument de la drogue. Oui, enfin qui fument du cannabis et qui après prennent de la coke. Rémi l'a dit, c'est tellement peu cher. En fait, une société qui est en tension, une société qui est malade, et les gens ils se réfugient dans cela. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous dis, j'ai rencontré dans les quartiers des dealers qui sont passionnés, qui sont sur les réseaux, qui vous expliquent qu'on vous livre chez vous
D'accord. WhatsApp, Sophie, c'est hyper chic. Ben oui, c'est un vrai marketing. Vous avez votre commande, ça s'efface de suite, ni vu ni connu. Ça, c'est le premier point. Juste précision que la drogue est interdite en France. Alors, tout est interdit. La promotion de la drogue. On ne fait pas, non, surtout pas la promotion. Je vous dis ça, moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis un. Moi, je suis. Et puis médicalement, il faut dire qu'à même temps, c'est dangereux. Stop. Moi, si vous voulez, ma génération, je suis enseignant de judo, de boxe, de karaté. Des années 90, la seule chose qu'on prenait, c'était de la vitamine C qui servait à rien. Bon, et Rémi, tu l'as dit, maintenant, on est rentré dans un Rémi, monde on a pris pas mal de la vitamine C. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai bossé, je suis allé voir à Lisbonne, dépénaliser le cannabis. Je n'ai pas la réponse, que ce soit clair, mais je crois qu'il faut se poser des questions. Et le dernier point sur la prévention, je me rappelle le préfet de l'Hérault, François Xavier-Loche, quand on chopait les gens qui venaient s'approvisionner sur les points de deal, il enlevait le permis. C'est une première réponse. Après, quand vous demandez pénaliser celui qui achète le client, je crois que c'est que 8% de prélèvement pour récupérer les amendes qu'on leur met. Le vrai débat, c'est la prévention. Oui, que dire le consommateur? Valérie, j'aimerais que vous demandiez à nos auditeurs ils vont dire s'ils sont d'accord. Alors, si on punit sévèrement... Oui, mais c'est pas que ça. Mais c'est pas que ça, j'ai jamais dit que c'était que ça. Une remarque sur l'évolution de la consommation. Il y a une étude parue il y a quelques jours qui montrait que chez les ados aujourd'hui, fumer était plus du tout à la mode. Moi, quand j'étais gamin au lycée, être rebelle, c'était fumer. Et pour les plus rebelles, il y avait le pétard. Aujourd'hui, t'as l'impression que le pétard, c'est la base. Mais oui. La cigarette, donc, n'est plus populaire. En plus, elle est très chère. À l'inverse, tout ce qui est fumé ou consommer de la cocaïne, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus à la mode. Donc là, on a une espèce d'effet ciseau. Pas la mettre pas tous les jeunes. Moi, je suis entourée de jeunes. Par contre, faut pas charrier. Attention quand même sur les consommateurs. Il y a des personnes qui sont vraiment addictes, qui peuvent malheureusement pas se passer de la drogue. Et là, je rejoins vraiment ce que dit Patrick. Si on n'a pas de prévention, mais même c'est quoi la prévention? On s'en sortira pas. C'est quoi? C'est expliquer. Je vais vous dire, expliquer dès le collège que commencer à sniffer un gramme de cocaïne, et bien derrière c'est une addiction qui va démarrer, parce que entre gamins ce qui se dit c'est vas-y prends-en, tu seras meilleur au rugby, vas-y tu tiendras plus longtemps en soirée, et ils ont l'impression que c'est juste un énergisant, un stimulant, et qu'ils vont pas à la suite de ça être addicts. Et ça vraiment je vous assure Sophie, il y a un manque de connaissance des conséquences de la prise de drogue. Ils ont l'impression que ça peut être festif, que ça peut être ponctuel, que ça peut être sportif. Ils réalisent pas qu'ensuite pour beaucoup ça va devenir une addiction qui va les poursuivre jusqu'à leur possible mort, et c'est arrivé dans le lot. Si vous permettez, Rémi a totalement raison. Moi, les gamins que j'ai audités, ils m'ont dit, mais vous buviez au bar, nous, l'alcool, c'est pas bon, la cigarette, c'est pas bon, et le pétard est devenu la priorité. Et comme dit Sophie, le protoxyde d'azote. Moi, quand je vois dans ma ville à Montpellier, les dimanches matins, quand j'ouvre mon entreprise, je vois non pas des petits bonbons, des grosses bonbonnes. Donc, Sophie, il y a un malaise dans notre société. Je sais. Et les gens se réfugient. Avant, c'était on allait au bar, on se faisait 4 bières et on rentrait et ça allait bien. Maintenant, c'est fini. Ils vous disent la cigarette c'est mauvais, le pétard c'est bon. Alors, on est chez les fous. Hier, le ministre de l'Intérieur a interdit le protoxyde d'azote. Oui, ils ont aussi interdit les mortiers d'artifice. D'accord. Il faut bien faire quelque chose. Oui, mais c'est de l'annonce, c'est de la com. Mais vous êtes bien gentil. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Lutter contre le protoxyde d'azote. Donc, il veut mettre des amendes, mais trois nouveaux délits contre l'usage du protoxyde d'azote. Alors, effectivement, son transport sans motif légitime sera passible de 2 ans de prison et 7 500 euros d'amende. Ça dissuade un peu quand même. Est-ce qu'il y aura une peine derrière? C'est ça. La conduite sous emprise de 3 ans de prison et 9 000 euros d'amende. Sa vente sera strictement encadrée avec l'aménagement de plage horaire pour l'acheter. On a l'impression qu'ils vivent dans un autre siècle. Je veux dire, aujourd'hui, avec Internet... il faudrait revoir les choses un peu sérieusement. On n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. La vente illégale pourrait être sanctionnée jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je crois on n'a pas les moyens de les mettre en prison. On n'a pas moyen de recouvrer les amendes. On est en train de s'occuper de sujet. Sophie. Non, il faut réagir. Et moi, je crois beaucoup à la prévention par la peur, c'est-à-dire d'expliquer. Non, mais ce que disent, il y avait un article dans le Figaro, AVC plus de risques avec les drogues récréatives. Et je répète à chaque fois que je le peux, un neurologue me disait que tous les jeunes qu'il retrouve le samedi soir avec un AVC à 30-35 ans sont positifs à la cocaïne. Il faut le dire et le répéter. Montrer à la télé qu'ils soient des légumes qui ont été positifs. Alors.
Non, on a un problème de cohérence entre les paroles et les actes. C'est qu'effectivement, modifier la législation, mettre des peines plus importantes, faire de la prévention, tout ça c'est intéressant. Enfin, alors, je retire le mot prévention parce qu'effectivement, prévention, ça me paraît absolument indispensable. C'est un des éléments dans l'ensemble du dispositif. Il n'y a pas une solution miracle qui règle tout. Non. Mais de nouvelles amendes ou des amendes plus fortes, c'est très bien. Des condamnations plus fortes, c'est très bien. Mais entre ce qui est écrit dans les textes et ce qui est appliqué ensuite, et on voit bien tous les jours, dans tous les faits divers que l'on peut voir dans l'information au quotidien, c'est que les peines sont pas ou jamais ou quasiment pas appliquées. Donc en quoi puis-je avoir peur qu'on me condamne à 8 000, à 10 000, à 100 000 euros ? Si c'est pour savoir que je ne serai jamais condamné. Stop. Ouais. C'est l'heure du rappel des titres. On se retrouve dans un instant et puis on va parler du comportement de certains électeurs, de certains politiques également, menaces, insultes. On en parle avec vous. Et puis le choc pétrolier, que peut faire l'État ? Il n'y a plus d'argent, mais nous non plus, on n'en a plus d'argent. Donc, oui, enfin, on oublie de dire le principal, c'est qu'on a fait n'importe quoi. Et qu'on a plus d'argent. Sophie, tout à l'heure. Sophie, allez, à tout de suite. Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Rémi Branco, vice-président du Lot, maire fraîchement, nouvellement élu depuis l'évêque. Jolie commune du Lot. J'ai regardé les images, cité médiévale, magnifique. On vous attend pour tous les ponts d'avril, de mai. Voilà. Il y a des fêtes médiévales où on vient habiller. Non, vous faites pas ça ? Alors, on va relancer ça. Ah, c'est vrai. C'est une annonce que je fais aujourd'hui. On va réfléchir à relancer ça. J'y vais venir déguisé. Fou du roi avec vous êtes porte-parole du PS et je rappelle votre livre Loin des villes, loin du cœur, paru aux éditions de l'Aube. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre livre Réussir c'est possible est paru aux éditions Fayard. Et Frédéric Fougerat, président de Tenkan Paris. Vous avez publié C'est de la com, 60 idées reçues aux éditions Bréal Studirama. Et oui, le sujet des municipales nous occupe encore et toujours. Il pleut aujourd'hui à Puy-l'Évêque, me dit un auditeur. Il a fait beau pendant 15 jours. C'est parce que vous avez quitté votre commune, monsieur le maire. Je reviens demain, tout va bien. Vous êtes le soleil. Voilà, merci à El Foufou, notre fidèle auditeur qui nous donne la météo. Alors, des menaces, des insultes. Je crois que vous vouliez en parler, en reparler, Patrick Vignal. C'est pour ça qu'on a aussi décidé de retraiter le sujet. Il n'y a pas que les communes de Seine-Saint-Denis. On a Poissy, la maire de Poissy, qui vient d'être élue, qui porte plainte contre le fils de Karov Lelive pour insultes et menaces. Regarde-moi bien, sale pute, c'est ce qu'il lui a dit. Alors des insultes, il y en a peut-être toujours eu, mais c'est vrai que on a vu aussi à Arcachon. Alors là, c'était entre deux candidats. Un ancien candidat LFI à Grenoble est allé devant un magasin et a traité de sale tapette un commerçant. Alors il s'est ensuite excusé en disant que j'ai toujours été combattu toutes les formes de discrimination. Bon, c'est le truc qui va bien, mais c'est vrai que on a assisté à des images assez choquantes. Répression quoi, vous n'allez pas taper sur des gens, mais on ne peut pas accepter ça. En fait, si vous voulez, moi j'ai eu cette chance de cette génération qui fait des campagnes politiques, porte-à-porte, affichage. On s'empaillait, je me rappelle, avec les communistes, avec les gens de droite. Vous savez quoi, Valérie ? Il y avait de l'élégance politique. C'est-à-dire qu'on était, je vous parle des années 80, 90, 2000, c'est-à-dire qu'on était capable de se dire des choses, mais une fois que le résultat était acté, on passait à autre chose. Ce qui se passe dans notre société, c'est qu'elle est violente à tous les étages. Les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien, c'est le premier point. Le deuxième point, j'en prends ma part, quand je vois l'Assemblée nationale, et Rémi, donc on avait bossé avec toi, et Stéphane Le Foll, quand il était ministre dans ma circonscription, si vous voulez Valérie, il y avait encore des politiques avec ce côté gentleman. La politique, c'est noble, ça a des valeurs et ça a des codes. Et je vais vous dire, j'en prends ma part, la première des choses qu'on a fait, on a voulu voter le non-cumul des mandats, parce que les Français disaient, ces politiques sont tous pourris, il est maire, député, ils s'en mettent plein la poche. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Assemblée ? Et en 2017, avec la Macronie, on a rentré des gens brillants, Sciences Po, ENA, mais qui ne connaissaient pas non plus la politique. Et surtout, on a eu, avec l'arrivée des LFI, je vais le dire, à la fois on a des extrêmes
LFI en national. Le RN s'est très notabilisé, franchement. Moi, j'ai connu des RN à l'époque, je te rappelle, qui sont notabilisés, qui sont enrichis. Et on a des gens qui sont LFI, Valérie, qui font en sorte que la violence verbale monte. Et les mots ont une importance en politique. Ils n'ont pas d'une violence verbale à une violence physique. Ouais. Et c'est condamnable. Et surtout que moi qui suis judoka, enfin, quand vous gagnez une ville, vous devriez applaudir le perdant. Vous l'avez battu. Le gars, vous l'avez mis plus bas. Dans ce moment-là, c'est gagné en vainqueur. Et je vous dis franchement, ça ne va pas s'arrêter. C'est très bien. Et je pense que les présidentielles vont être très redoutables, et sur les réseaux, et sur le terrain. Oui, mais vous faites tous des constats. Est-ce que vous avez des solutions ? Au-delà de ça, est-ce que ça n'a pas toujours existé ? On a vu Rocard, Chirac, Mitterrand s'insulter et autres. Est-ce qu'en fait, c'est pas les réseaux qui amplifient ça et que LFI l'a plus compris que d'autres partis et qu'ils ont décidé d'atteindre les jeunes qui ne regardent plus la télé et les médias pour avoir un socle important chez les jeunes. Mais c'est la force des LFI et force du RN. Les deux, ils ont des jeunes et ils sont sur les réseaux. Vous avez complètement raison. Alors, je voudrais qu'on prenne, un auditeur et je vous donne la parole. Rémi Branco, Fabien qui nous appelle de Nantes. Bonjour Fabien. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous pensez de ces images violentes auxquelles on a pu assister ? Écoutez, moi ça m'étonne même pas en fait d'entendre parler des violences entre les politiques pendant les municipales. On demande en fait aux citoyens français normaux de rester calmes, de débattre dans le respect, etc. Et finalement, quand on voit les chefs de file, les responsables politiques qui eux vont dans un débat insultant ou violent, on s'étonne après pas que plus rien ne suive derrière, quoi. Le climat est agressif alors que c'est censé être une élection locale avec des gens qui ont une vie ancrée dans les territoires. Et en fait, on a l'impression que quand les climats sont tendus en haut, on a l'impression que ça se répercute en bas, dans le local. Oui, bien sûr. C'est vrai que alors, il y a toujours eu des violences, que disait Gilles Gansman, aussi entre les politiques, mais il y a des répercussions, effectivement, des attitudes qui se découlent directement de ça, et la population, peut réagir de la même manière. Rémi Branco. Oui, dans ce que vous disiez précédemment, je crois qu'il y a deux niveaux de violence. Il y a le niveau qu'on retrouve également dans des villages, d'insultes, via les réseaux sociaux. Et j'ai envie de vous dire, là, ça a un peu toujours existé. Oui. C'est-à-dire qu'entre deux listes, quand dans le village, on n'est pas copains, qu'il y a deux clans, on se rentre dedans, alors ça pouvait être au bar, ça pouvait finir à coup de poing, ça pouvait mal finir, je veux dire, ça pouvait être violent. Là, les réseaux sociaux amplifient le côté désinformation, insulte, impuni derrière, et anonyme. Les accusations anonymes, ça c'est terrible. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le pire. Moi, ce qui m'effraie vraiment, c'est le comportement d'élus ou de candidats battus. D'abord, je veux le dire quand même, tous ces candidats qui perdent l'élection et qui disent « je ne siégerai pas dans l'opposition ». Ça, c'est un truc qui me choque vraiment. Quand on se présente devant les électeurs, on perd, on siège dans l'opposition. Arrêter son mandat, démissionner, dire « j'arrête de jouer parce qu'on a perdu ». C'est pas l'esprit de la démocratie. Ensuite, ce que je veux dire, c'est par rapport aux violences. Moi, je constate des choses et il faut quand même... Bien sûr, les violences, elles peuvent venir de partout, mais enfin quand même, l'éléphant dans la pièce, c'est LFI. Quand je vois à Creil, candidat LFI qui gagne la mairie, la maire sortante, socialiste, annonce les résultats. Il faut emmener une compagnie de CRS de Compiègne pour parvenir à l'exfiltrer parce qu'elle est menacée physiquement. Quand je vois à Vaux-en-Velin, j'en discutais, on a discuté avec Hélène Geoffroy, qui se prépare à passer la main ce week-end et qui est déjà dans l'anticipation, dans l'angoisse de comment ça va se passer physiquement, cette passation de pouvoir. Quand je vois toutes ces violences-là, toutes ces menaces-là, je me dis, mais là, en fait, on a la démocratie, mais on a perdu l'esprit de la République. Quand je vois Mathieu Hanotin à Saint-Denis, la passation, tout le monde déteste Mathieu Hanotin alors qu'il va proclamer les résultats. Et le problème, c'est que la démocratie sans l'esprit de la République, ça reste pas la démocratie longtemps. On va écouter, c'était hier, le conseil municipal à Saint-Denis, Mathieu Hanotin qui tente de s'exprimer. C'est incroyable. Être votre maire pendant ces 6 années a été l'honneur de ma vie. Et je continuerai à vous servir dans l'opposition parce que je continue de croire que la ville équilibrée existe et que vous y avez le droit, que vous soyez né ici ou non. Je vous laisse un héritage, mais je ne vais nulle part, car peu importe mon rôle, c'est ici ma place. Merci beaucoup. N'a pas Bruno.
Voilà, ce matin, Yael Braun-Pivet, qui était l'invité de Jean-François Aquili, a dénoncé ces violences. Moi, on a eu un débat. Oui, mais on a eu un débat. Moi, je trouve qu'elle a une forme de responsabilité parce qu'elle a malgré tout laissé bordéliser l'Assemblée. Même si elle dit qu'elle a été celle qui a le plus rappelé à l'ordre et tout, elle a quand même accepté l'inacceptable dans l'Assemblée. Moi, ce que je voulais demander à nos débatteurs, c'est est-ce que vous n'êtes pas choqués que les nouveaux maires n'aient rien dit, pas dénoncé, et on les a pas vus, et ils n'ont pas présenté d'excuses? Vous avez le son, évidemment, nous sommes à la radio, mais il y a la vidéo de cette séquence à Saint-Denis qui est terrifiante. Je vois le nouveau maire, et j'ai plus grand respect pour ce maire, mais ce maire ne dit rien. Non. C'est-à-dire qu'il y a des sifflets, Mathieu Hanotin se fait insulter et il regarde impassible la scène, même je crois qu'il boit une bouteille d'eau. Ouais. C'est lunaire. S'il y en a un qui doit à ce moment-là être le maire de toute sa commune et parler à ses habitants et leur dire, comme l'avait dit Édouard Balladur, rappelez-vous, je vous demande de vous arrêter, eh bien c'était le nouveau maire. Rémi, c'était son rôle. Tu sais pourquoi? Ben bien sûr, je sais pourquoi. Le vrai débat qui s'est passé au municipal, c'est que les gens d'LFI voulaient faire en sorte de taper le PS. Ben bien sûr. On est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, quand on a gagné une élection, on doit être grand. Sauf que là, il y a Valérie, les municipales sont l'antigène des présidentielles. Ouais. Ça veut dire en fait que pour les communes gagnées par LFI, c'est je vais abattre le PS. Ça a été ça à Montpellier, ça a été ça. Et donc du coup, la violence, on ne l'arrête pas. Oui. Pour vous, Frédéric Fougera, c'est... Et c'est pour ça que le PS doit rompre avec LFI définitivement. Que ne l'aurait-il fait avant? Vous allez voir. Ah ben, je suis bien d'accord. Je suis bien parti. Je crois. Je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'une période électorale, c'est une période de passion, de tension. Mais la démocratie, c'est le débat, c'est pas la violence. Et cette violence, il faut le rappeler, on a cité le parti qui représente le mieux l'extrême gauche aujourd'hui en France, a conceptualisé le bruit et la fureur. Et la fureur, c'est quoi? C'est l'acharnement extrême dans l'action. Et là, en fait, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Alors, certains s'en émeuvent, d'autres semblent le découvrir, mais c'est ce qui nous est annoncé et c'est ce que l'on voit en réalité. On voit le nouveau maire de Saint-Denis. Il semble savourer la situation au lieu justement d'affirmer son autorité de maire de l'ensemble des Dionysiens, si je me trompe pas. Là, je prends un petit risque. Et je pense qu'il y a une responsabilité quasi collective, je dis quasi parce que c'est pas le cas de tout le monde aussi, depuis un certain nombre de temps et bien au-delà de l'extrême gauche. Tout le monde fasciste, tout le monde. Donc tout le monde est devenu le fasciste d'un autre. Mais on oublie de rappeler ce que c'est que le fascisme. Le fascisme, c'est le principe du régime totalitaire, ce régime où il y a un parti unique et où il n'y a pas d'opposition. Et donc quand on conspue des élus d'opposition, on est le fasciste. Quand on interdit des journalistes à une conférence de presse parce qu'on choisit ceux qui nous intéressent, on est le fasciste. Et quand on organise une conférence de presse avec les nouveaux médias, entendons ceux qui me plaisent et ceux qui, par rapport à ceux qui me déplaisent, ou ce ne sont pas des journalistes, mais ce sont des militants candidats qui sont invités, là on est dans le fascisme, et c'est souvent ceux qui se réclament comme des antifascistes qui sont fascistes. Donc il y a un moment, il faudra aussi que beaucoup de politiques fassent le ménage dans leur vocabulaire et arrêtent de tout fasciser pour retrouver un dialogue normal. On continue 0826 300 300 si vous voulez réagir, et on pourra effectivement aussi parler du vocabulaire du maire de Saint-Denis. Allégeance. Les employés municipaux doivent faire allégeance. On va y revenir dans un instant. C'est vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Nous parlions de ces violences un petit peu partout, enfin pas un petit peu partout, mais dans certaines communes. Écoutez Raphaël Cognet, ancien maire de Mantes-la-Jolie. Il était ce matin sur Sud Radio. Sa famille a été menacée. On m'a aussi beaucoup insulté. Quand je suis allé proclamer les résultats sur les coups de 22h30, 23h, je me souviens plus tellement des horaires. Dès que je suis rentré dans le hall de l'hôtel de ville, j'ai évidemment été insulté. Ensuite, j'ai ressenti une pression physique très forte. Ça a été un moment très désagréable. Il a fallu aller jusqu'à l'estrade. Moi, je m'apprêtais à dire félicitations aux vainqueurs à dispo pour faire la transition. Donc on a commencé le discours, enfin le petit mot. On a été coupé, insulté à plusieurs reprises, et ensuite il a fallu partir. Remonter dans mon bureau, sachant que tous les étages de la mairie avaient été envahis, etc. Et ensuite, la police municipale, 10 minutes après, m'a dit: Monsieur le maire, il faut qu'on parte maintenant. J'avais ma femme et mes enfants qui étaient à l'étage dans mon bureau, et ma femme m'a dit: j'ai pensé que tu remonterais jamais, quoi. Donc c'est un moment d'une très très grande violence psychologique, physique. J'ai pas été frappé, etc. Mais franchement, c'est des moments qui laissent pas indemne.
Voilà, et sa fille a publié aussi un message sur les réseaux. Je me permettrais aussi une remarque peu confraternelle, mais nos confrères de quotidien qui ont suivi et harcelé Christian Estrosi, qui est à terre, qui sort, qui va dîner. Voilà, on n'a pas obligation à répondre aux journalistes, on n'a pas cette obligation-là, surtout dans ces situations-là. Je pense, il y a un auditeur qui m'envoie cette citation d'Hannah Arendt, la mort de l'empathie humaine est l'un des signes et le révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie, et on est dans la fin de l'empathie, on est dans la haine, et on est dans des comportements qui sont abjects. Hein, dans le goût de l'humiliation des autres. De l'humiliation. On tire une forme de satisfaction à voir les autres être humiliés. Je pense que Valérie, en fait, cette société du buzz, en fait, c'est-à-dire que, y compris pour les médias, l'immédiateté, Estrosi et Tabac, on va le voir devant sa famille, on lui demande une réaction. Le gars, il a fait 4 mandats, il vient de laisser-le tranquille. Mais vous savez, j'ai mal dormi cette nuit en me disant quelle peut être la réponse. Vous voyez les images, le maire sortant, est conspué. Je me dis, est-ce qu'il faut arrêter les 300 personnes dans la salle, Sophie? C'est impossible. Par contre, si le maire n'est pas républicain, c'est-à-dire, ça a été le cas à Saint-Denis, où il laisse conspuer, alors l'État doit intervenir. Et c'est facile de tuer le maire. Intervenir comment? Mais je vais vous le dire, les aides d'État, si le maire n'est pas républicain, il n'y en aura pas. Et je pense qu'on doit réfléchir à ça. Mais oui, Valérie, le maire est quand même le chef à la fois de son administration, et c'est lui qui doit impulser. Moi, j'ai pas de souci. Quand le maire de Saint-Denis, il dit « je veux qu'on applique ma politique », si le directeur des services qui servait Mathieu Hanotin ou les directeurs généraux ne veulent pas le faire, ils ont le droit de demander leur mutation. Par contre, le fonctionnaire, il a le droit d'avoir des idées politiques. Bien sûr. On va écouter ce qu'il a dit. On va écouter d'abord ce que dit le maire, le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Forcément, si nous savons que les agents sont avant tout au service d'une politique publique, nous savons aussi que certains agents auront à un moment donné des difficultés aussi à pouvoir porter un projet qu'ils ont combattu. Et c'est la raison pour laquelle, toujours comme je l'ai évoqué plus haut, nous respecterons bien sûr le choix de chacun. Mais il ne sera pas possible de pouvoir rester, par exemple, dans un service public de tranquillité publique en ayant l'ambition de porter une option politique qui a été battue dans les urnes. Ça veut dire on n'a pas le mot allégeance, qui est quand même un mot assez fort et qui fait référence à la religion. Je pense que c'est pas le bon son. C'est bon. Bref. Alors je voudrais dire un petit mot quand même sur ce qu'on a dit. On néglige quand même, j'insiste beaucoup, la responsabilité individuelle. Ces gens sont nos représentants. On les a élus. Que font les villages? Que font les villes? Que font les gens des municipalités quand ils voient leur ancien maire conspué? Il n'y a jamais de réaction. Ils ont peur. Écoutez, arrêtez d'avoir peur alors. Mais quand vous voyez Sophie, ils ont perdu chez eux. Mais j'ai compris, mais on peut réagir. Vous avez des foules qui hurlent. On peut réagir, les consommateurs, les électeurs, tout ça, c'est jamais de leur faute, on les voit pas, ils sont invisibles. Il y a un moment quand le pays dérive, il faut réagir. Oui, mais c'est ce que disait Patrick Vignal, ça se passe au niveau de l'État. Si un maire n'est pas Sophie, au niveau de l'État, mais très vite. Si vous gagnez, ce sont vos fans qui sont avec vous. Celui qui a perdu, il reste à la maison. Donc le soir-là, c'est les fans. Mais moi, j'ai pas dormi de nuit en me disant pas de problème. Où le maire est républicain et démocrate, il doit saluer à la fois celui qui s'en va et celui qui rentre. Et s'il n'est pas démocrate, eh ben les services de l'État, et comment les on juge qu'il n'est pas démocrate? Mais avec les paroles, quand on laisse qui va juger? Quand on laisse insulter un maire sortant par ses citoyens, c'est un scandale. Oui, et qui va dire c'est insultant, c'est un scandale? Qui va le dire? Il y a personne, il aura la trouille aussi. Mais les services de l'État. Les services de l'État. Frédéric. Je sais pas ce que c'est. Juste pour réagir sur les propos du maire de Saint-Denis, moi j'aurais juste rappelé que les agents, les fonctionnaires, ils n'ont ni à combattre, ni à soutenir le projet politique de l'équipe en place. Absolument. Leur métier, c'est de servir la municipalité et de servir les habitants. Première chose. Et la deuxième chose par rapport à ce que vient de dire Patrick, je ne sais pas si vous avez pu avoir ces images sous les yeux ces derniers jours, mais qui sont ressorties suite au décès, qui sont très liées aux élections et suite au décès de Lionel Jospin. Ce sont des images entre après le grand débat présidentiel entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, où les deux sont tout à fait d'accord et où ils échangent sur le fait que, c'est pour rebondir sur ce que dit Patrick, sur le fait que la violence verbale, c'est ce qu'attendent les fans, c'est ce qu'attendent certains militants. Et Chirac dit, mais les Français détestent ça. Et Jospin est complètement d'accord avec lui. Et effectivement. Et donc la difficulté aussi de ces nouveaux élus ou de l'animal politique de façon générale, c'est de savoir faire preuve d'une forme d'autorité
autorité, j'allais dire professionnelle, en tout cas politique et personnelle, pour arriver à maintenir les troupes qui sont très motivées, très engagées et qui sont parfois dans l'exagération jusqu'à la violence, avec la raison, et la raison démocratique notamment. Alors, je vais vous relire exactement une des déclarations du maire de Saint-Denis. Je le dis à l'ensemble des directeurs, je le dis à l'ensemble des chefs de service, à l'ensemble des agents, à celles et ceux qui vont tenter de remettre un programme qui a été battu dans les urnes sur le devant de la scène. Ces personnes-là, c'est votre projet et nous n'aurons pas d'autre solution, bien sûr, que de nous en séparer, faire allégeance ou prendre la porte. Ça veut bien dire quelque chose, faire allégeance ou prendre la porte, une certaine idée de la méthode insoumise qui s'apprête... non, ça c'est un article. C'est quelqu'un de gauche là qui dit ça, vous vous rendez compte? Oui. Le droit du travail, ça n'existe pas? Mais s'il y a des contentieux, grâce à ça, ils gagneront tous. Ah ben c'est clair. Mais à un moment, il y a des fonctionnaires, des agents contractuels qui ont un contrat de travail, qui sont protégés. Par contre, les juger a priori, mais c'est détestable. Par contre, a posteriori, si au bout de quelques mois, ils s'aperçoivent que des fonctionnaires, des agents de la mairie n'atteignent pas les objectifs qui sont donnés, n'obtempèrent pas aux missions qui leur sont données, là, par contre, en termes de droit du travail, il y a des solutions à apporter et effectivement, ils se mettent d'eux-mêmes à la faute. Mais qu'aujourd'hui, le maire, avant même de prendre ses fonctions, ait déjà une suspicion à leur égard, pour le coup, c'est scandaleux. Ouais. Oui, mais Rémi, quand même, Patrick, en fait, sur ça... On est sur de la politisation, c'est-à-dire le maire gagne avec LFI, la consigne d'LFI, excusez-moi du terme, je bordélise, fureur, violence. Le maire vient de gagner avec le logo LFI, donc il se sent responsable. Il est déjà sur les présidentielles en disant on désarme la police. Moi, je l'ai écouté, j'ai fait un débat avec lui sur LCI. Regardez l'évolution. Je vais désarmer, mais je vais voir comment ça se fait. Je vous fais un pari qui ne pourra pas désarmer la police. 80% des policiers municipaux de Saint-Denis, soi-disant, ont posé d'autres CV. Donc là, je crois qu'il faut laisser tomber la mousse. Mais en fait, Sophie, moi, je vais vous dire, on ne peut pas arrêter les fans. Frédéric l'a dit. Moi, quand j'ai gagné, mes fans étaient là, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Et ils commençaient à conspuer l'opposition. J'ai dit non, on aura besoin de l'opposition. Parce qu'une société démocratique, elle se construit. L'opposition, je veux dire pourquoi. Le maire, dans ces temps, il aura envie de se représenter. S'il désarme sa police, s'il vire tous ses fonctionnaires, les gens qui étaient fans aujourd'hui le vireront demain. Alors, donc ça veut dire qu'il faut avoir un peu de recul sur les paroles portées. Il se trouve que j'ai assisté au meeting de Sarah Knafo. On a été attaqué par LFI, entre guillemets. C'était assez drôle parce qu'elle a eu une maîtrise incroyable. Elle a dit, attendez, soyez gentils avec eux, ils se sont trompés. C'est la ligne 2, le meeting de Mélenchon, c'est pas ici. Donc elle a fait ça, et quand les gens ont commencé à siffler dans son meeting sur tous les autres partis, elle a dit, je pars immédiatement si on siffle quelqu'un d'opposition. Eh ben, il faut le faire. Et comme c'est des fans, ils ont applaudi aussi. Mais il ne faut pas confondre le meeting et la mairie. Oui, mais c'est des fans. La mairie, c'est la maison de la République, c'est la maison de tous les habitants. Un meeting, c'est différent. Oui, mais déjà expliquer à ses propres femmes qu'il est hors de question de siffler. Oui, mais je veux dire, c'est mieux que de les encourager à aller taper sur les gens d'en face. On se retrouve dans un instant. On va dire quand même quelques mots du choc énergétique qui nous attend et qui est déjà en cours avec les déclarations du ministre de l'économie qui va nous sauver avec un comité du suivi de la crise. Formidable. C'est bon, ça, tout de suite. Sud Radio, Corps, Valérie Expert. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et je voulais vous faire réagir sur les déclarations du ministre de l'économie, monsieur Roland Lescure. Écoutez ce qu'il propose donc pour lutter contre ce nouveau choc pétrolier. Monsieur le député Tanguy, nous n'avons rien à cacher. Rien. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur les déclarations que je prends, si vous souhaitez avoir des précisions sur le fait que la France aujourd'hui est au cœur d'une stratégie internationale pour gérer cette crise, n'hésitez pas. En attendant, nous n'avons rien à cacher et j'en profite pour annoncer que le ministre des Comptes publics, David Amiel, va mettre en place dans les prochains jours un observatoire de la crise et de leur impact sur les finances publiques. Voilà, donc il veut créer donc un nouveau machin, voilà, une sorte d'observatoire pour suivre la comité de suivi de la crise. Rien que le mot observatoire, on a l'urticaire. Voilà, il n'y a pas de verbe actif, c'est un observatoire, donc on sait qu'il ne se passera rien, que ça servira à rien, mais que ça occupera quelques personnes.
Ouais, moi j'entends, attendez, on va être clair. Le Rassemblement national, dans l'opposition, c'est leur rôle. Il faudrait raser gratuit. Descendre la TVA de 20% à 5%, c'est 10 milliards. Aujourd'hui, on a une France qui est quand même au bord de la rupture financière, donc arrêtons aussi le quoi qu'il en coûte. Alors après, quand je dis ça, à Paris, on se déplace en Vélib, en métro, en tramway. C'est vrai, quand vous habitez un petit territoire, vous êtes un petit couple avec 2 voitures et les 2 au SMIC, l'augmentation, ça vous empêchait de remplir le frigo. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas certain, Valérie, que de toujours faire des chèques. Par contre, Sophie Menton avait raison. Est-ce qu'on peut dégraisser le mammouth? Ça suffit maintenant. Alors je voudrais vous donner un exemple. C'est une femme de gauche, Sophie. Mais il y a des gens de gauche, qui veulent dégraisser le mammouth. Je peux vous lire juste le tweet de David Lisnard qui a réagi en disant un observatoire de plus, pourquoi pas un Grenelle, un numéro vert, un haut commissariat ou une convention citoyenne. La technocratie se parodie elle-même et enfonce la France et les Français. C'est quoi sa solution à David Lisnard ? Qui a quitté, je tiens à dire. C'est quoi sa solution à David Lisnard ? Non mais attendez, d'abord il a quitté LR aujourd'hui. Vous entendez, il a quitté LR aujourd'hui. Depuis le début de l'émission, Sophie, à chaque fois vous dites mais c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Donc elle est intéressante, c'est quoi la solution de David Lisnard ? Non mais la solution, c'est de commencer par dégraisser le mammouth, c'est ce que vous venez de dire. Et la première, mais attendez, arrêtez de regarder demain matin, parce que les Français ils regardent maintenant, ils regardent demain matin. Je peux vous dire. Alors allez-y. Je voudrais finir mon raisonnement parce qu'on regarde demain matin, je vous comprends très bien et vous avez raison, mais après demain matin sera pire et il faut commencer immédiatement à faire des économies. Immédiatement. On est en train de renouveler la présidence du CESE, la 3e assemblée de l'État, alors qu'on a un pays bicamériste. Il faut immédiatement supprimer le CESE. Oui, mais c'est pas ça qui va. Non, mais attendez, à chaque fois on dit c'est pas ça. On commence par. Oui, non, mais vous avez raison. Il faut trouver des économies, mais on l'a évoqué pendant la campagne. Le commissariat au plan. Voilà, les commissariats, tous les hauts commissariats, l'enfance, au machin, tous les machins. On a une auditrice, Marie-Alice. Bonjour, vous nous appelez d'Agen. Vous êtes infirmière libérale et vous racontez-nous un petit peu cette crise. Vous faites partie du syndicat de la Fédération nationale des infirmières qui sont directement impactées par le prix de l'essence. Mais évidemment. Tout à fait. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais juste vous donner quelques chiffres. Une infirmière en moyenne fait, en rural et semi-rural, 200 km jour. Pour 200 km, il faut en moyenne 14 litres de carburant. À 2,25 €, 2,26 € à l'heure actuelle, cela fait un montant de 31,64 € jours. Avec une moyenne de jours travaillés de 15 jours, on est déjà à 474,60 €. Autant vous dire que la profession est directement impactée et nous allons chez des gens qui sont isolés. La désertification médicale n'arrange rien et souvent nous sommes les seuls à avoir accès au domicile à plus de 30 km, voire plus de nos cabinets. Donc c'est vrai que nous, infirmières libérales, on a demandé une taxe free afin de pouvoir continuer à exercer. Voilà. Taxe free, ça veut dire pas de taxe sur le carburant pour les infirmières. Tout à fait. Alors je sais, il y a d'autres professions, les auxiliaires de vie, les ADMR, etc. Mais il faut être conscient que si on arrive à faire du maintien à domicile, c'est parce que l'on va vers les gens. Madame, vous avez tellement raison, mais laissez-la terminer, Sophie. On l'a écouté l'autre jour. Vous la laissez terminer. Elle n'a pas terminé. Vous venez à Paris demain pour demander cela au ministère de la Santé. Oui, pour faire des négociations, avec notre fédération. Donc chaque département détache 2 membres de son bureau pour aller argumenter et défendre la profession. Et madame, je vous comprends 1000 fois et je ne peux que soutenir ça, sauf que on ne peut plus aujourd'hui faire d'exception. Et je vais vous dire, à la campagne, il y avait une infirmière qui était venue pour maman de loin, etc. J'ai doublé le prix qu'elle me demandait spontanément parce que c'était honteux, je le savais. Mais je crois que les exceptions, et vous c'est particulier et très sensible, mais on va avoir une multiplication de gens qui vont faire faillite
triste à cause du prix de l'essence. Nous sommes dans une situation où, moi je veux bien, j'adorerais que vos négociations aboutissent, à condition qu'on me mette en face la suppression de quelque chose qui coûte cher et qui est inutile. On ne peut plus, la dépense de l'État, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Ouais, commencez par regarder sur le crédit impôt recherche toutes les économies qu'on peut faire. Marie-Alice, ce qu'elle dit, c'est très important. Moi, j'ai dans le Lot, alors elle est à Agen, à côté de chez moi, dans le Lot, j'ai Ghislaine Rossignol, une infirmière libérale, qui me dit tous les jours que ça coûte cher maintenant de bosser, qu'elle s'y retrouve pas, et le rôle des infirmières libérales, il est essentiel. En ruralité, ça fait partie des dernières personnes qui vont rendre visite à des personnes seules, en solitude totale, qui ne bougent plus de chez elles, dont la seule visite la semaine, ça va être l'infirmière libérale, qui n'ont plus de famille, plus d'amis, qui sont extrêmement âgés. Et moi, sur cette question-là, j'avoue que quand le gouvernement avait fait, après les gilets jaunes et après l'augmentation des prix des carburants, le blocage des prix, il y avait eu des passagers clandestins. Les types qui partaient en 4x4 en vacances à l'autre bout de la France, qui bénéficiaient de cette exonération, c'était pas normal. Alors oui, c'est vrai, Sophie, c'est pas facile de cibler. Mais moi, je suis pour la négociation profession par profession. C'est pas normal que ces professions-là, elles ne bénéficient pas d'une remise, parce que derrière, c'est non-assistance à personne en danger. On n'est pas simplement dans la question d'une faillite. On est dans la question de non-assistance à des personnes âgées, sans mobilité. C'est ces personnes-là qui vont être en danger de mort. Donc là, sur cette question-là, pardon, eh bien oui, il va falloir faire des exceptions, parce qu'il y a des professions, on l'a vu pendant le Covid, qui sont sans doute un peu plus essentielles que d'autres. Et celles-là, il faut les traiter en priorité. Et les infirmières libérales, elles en font partie. Et vous savez, Valérie, ce que dit Monsieur le maire. Et rappelez-vous, pendant le Covid, ce qui a marché, c'était le couple maire-préfet. Absolument. Et en fait, l'État veut tout faire, tout le temps, veut tout diriger. Et donc, pour répondre à madame l'infirmière, moi j'ai beaucoup bossé avec la Fédération des infirmières. Tu l'as dit, Rémi, vous avez vraiment, madame, ce rôle de cohésion sociale. Vous démarrez à 6h du matin, vous finissez à 22h, vous travaillez tous les week-ends. Des gens comme vous, il n'y en aura plus malheureusement. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on pourrait décentraliser, Rémi, et laisser un travail couple maire-préfet, parce que justement, c'est assistante à ces personnes qui sont seules dans les villages, qui ne voient uniquement l'infirmière ou la pharmacienne, parce qu'il n'y a plus de service public dans ces territoires. Oui, Frédéric. Moi, je suis pas du tout insensible à ce que dit Rémi, et en même temps, je suis complètement opposé à l'idée de toujours faire des exceptions pour les uns ou pour les autres, parce qu'en fait, on en crève. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trouvé de solution. Et la solution, c'est juste de permettre à une infirmière, comme à des artisans, comme à beaucoup d'autres gens, qu'ils soient essentiels ou non, j'ai pas envie de les classifier. Enfin, tout le monde est utile dans la société de toute façon. C'est comment on fait pour leur permettre de vivre dignement, de travailler dignement et d'avoir les moyens pour le faire. Et pour ça, j'ai une question que je veux poser, j'ai posée en antenne, mais que je veux poser, non pas à Marie-Alice, mais ça participe à répondre à son sujet, mais à un ancien député, c'est pourquoi, quelle que soit la tendance politique dans un gouvernement, le gouvernement touche des taxes, prélève des taxes importantes sur le prix de l'essence. Pourquoi, quand il y a des fortes hausses du prix de l'essence, pourquoi aucun gouvernement ne plafonne les taxes qu'il perçoit pour à un moment et arrêter de se goinfrer et finalement de profiter d'une situation pour remplir les caisses et pour que ce soit les Français qui n'en pâtissent pas. Frédéric, ça a existé, ça s'appelait sous Lionel Jospin, rendons-lui hommage, la TIPP flottante. C'est-à-dire que à mesure que le prix des carburants augmentait, la taxe baissait et elle remontait à mesure. Vous voyez, donc la taxe s'adaptait. Ça n'existe plus. Ça a existé et ça n'existe plus. Alors, je crois qu'il y a un problème de réglementation. Il n'empêche qu'il a ruiné la France. Pour répondre à Frédéric, en fait, le problème, ne dépensons pas doublement ce que l'on ne plus se payer. Ça veut tout dire, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un gouvernement, d'abord, il y a 42 ministres, il faut arrêter. Il y a 1200 agences, il faut arrêter. En fait, le vrai débat, c'est comment on peut structurer, organiser une société différemment. Et sauf qu'aujourd'hui, je le vois bien, aujourd'hui, quand vous avez un ministère, vous allez toujours vous plaindre pour avoir plus d'augmentation de crédit. Et je vais parler même des collectivités. Il y a des collectivités où il y a 300 fonctionnaires et je dis pas qu'ils travaillent pas, hein. Et mais ça existe, Rémi. Je veux dire, on va arrêter. Tu es à l'os, mais il y a de la communication. Je veux dire, il faut tout repenser, Frédéric. Le système en France. Ok, mais juste sur la question immédiate, là, tout de suite, aujourd'hui, du problème de l'essence. Donc, il y a une solution, c'est cette taxe flottante. C'est des pays flottants. Voilà. Donc, on sait qu'il y a une solution. Donc, on peut débattre pendant 10 heures. On a une solution, elle a existé. Il n'y a plus d'argent. Parce que là, pour le coup, l'État se renfloue les caisses, là. Parce que là, avec le prix du gasoil, la taxe fait que l'État se renfloue les caisses. Eh oui, il s'enrichit avec la taxe du carburant. Donc, c'est là qu'il y a
pourrait renoncer à l'enrichissement. C'est une hausse d'impôts invisible. On limite l'augmentation de la taxe. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, on oui. perd de l'argent. On en gagne moins. Alors, on a Marie-Alice qui voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais rajouter qu'on oublie qu'il y a quelques semaines, notre département était sinistré avec des inondations mémorables et où certaines infirmières ont été accompagnées par d'autres professionnels, entre autres des sauveteurs, pour faire leur tournée, aller chez certains patients en barque. Absolument. Donc, nous sommes une profession qui a obligation de soins 7 jours sur 7, vous avez raison. 365 jours par an. Ouais. Vous avez raison. Vente à pied, on est dans l'obligation d'aller chez le patient. Ouais, vous avez raison, et c'est un travail phénoménal que vous faites, et Sophie évoquait le tarif dérisoire auquel vous êtes payé, et on vous remercie, et on vous a je conseille à ceux qui ont les moyens de payer plus. Oui, mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Vous nous tiendrez au courant, Marie-Alice, de ce qu'on vous aura répondu au ministère, parce que oui, vous avez raison, infirmière, c'est un travail essentiel et danger et qui met en péril la vie des Français si vous ne répondez pas à l'appel. Merci à vous, merci d'avoir été là. On se retrouve dans un instant, on va parler fermeture de classe dans les campagnes, et puis de la loi sur la fin de vie qui va être reportée. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on passe à vos coups de cœur, vos coups de gueule rapidement dans ce dernier quart d'heure. Frédéric, on va un peu alléger avec vous rapidement les choses. C'est une alerte. Alors, une si vous voulez alléger, on va pas le faire rapidement, mais je sais que le temps est contraint. Ouais. Moi, je voulais faire ni un coup de cœur ni un coup de gueule, mais je voulais faire une prédiction, parce que je suis très mauvais en prédiction, mais là, je pense que je vais pas être trop mauvais. Et je voulais vous annoncer ce qu'allait être la polémique de l'été. La polémique de l'été, en partie, parce qu'il y en aura certainement plusieurs, va tourner autour du Pont Neuf. Le Pont Neuf, c'est un des ponts les plus emblématiques de Paris. Je sais pas si c'est le plus vieux. Et pourquoi il va faire polémique? Bien parce qu'après avoir été emballé par Christo et Jeanne-Claude en 1985, il y a donc 41 ans, pour fêter cet anniversaire, en fait, c'est l'artiste JR qui va le transformer en grotte au mois de juin. JR, c'est un Français. Souvent, on oublie que c'est un Français derrière ses initiales. C'est un spécialiste des trompe-l'œil et des collages en noir et blanc. Il est commandé, honoré dans le monde entier. C'est un de nos artistes français les plus identifiables. Mais je pense que là, une fois de plus, il va faire polémique. D'ailleurs, c'est pas un collage cette fois-ci. C'est pas un collage cette fois-ci qu'il va faire. Ça va être une structure gonflable monumentale pour représenter la roche calcaire des carrières de l'Oise. Alors, pourquoi on va chercher ça? Tout simplement parce que c'est de là que viennent les pierres qui ont servi à construire le Pont Neuf en 1578. Et pour briller en société, pour Sophie qui aime bien qu'on lui laisse la parole, pour briller en société, moi je vous donne une petite information. C'est pourquoi le Pont Neuf s'appelle comme ça? Parce que c'est le premier pont à Paris qui a été inhabité, puisqu'avant les ponts avaient des constructions et des habitations sur leur structure. Et évidemment, un pont sans habitation, à l'époque, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a fait polémique, puisque nous sommes en France. Alors voilà, c'est un événement éphémère, ça va durer un mois pour répondre à Sophie. C'est 100% financé par du mécénat privé, donc ça ne va rien coûter à l'argent public. En revanche, ça va participer d'une façon comme plein d'autres à faire briller l'image de Paris et de la France, parce que le monde entier va en parler. Il y a déjà des tours opérateurs qui vendent spécialement, mais il n'y a pas de question d'être d'accord ou pas être d'accord. Mais ce qui m'amuse déjà, c'est de prévoir et de prédire toutes les polémiques qu'il y aura autour de tous les gens qui ont des avis au lieu d'avoir des compétences. Alors je ne vous coupez pas la parole, j'étais très intéressée par ce que vous disiez, j'avais envie de poser des questions supplémentaires. C'est juste ça. On parle en même temps que moi, j'ai le sentiment que ça ressemble à du coupage de parole. Frédéric, si vous ne cotez pas d'argent public, on vous aide. Voilà, à suivre. J'y suis pour rien. À suivre, moi je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. C'est qu'on a Rémi, avec vous, évoqué les fermetures de classes dans les campagnes. Juste pour dire, ce matin, je me suis pris de bec avec Nadir Kaya qui soutenait qu'il n'y avait que dans les quartiers populaires que les profs n'étaient pas remplacés. C'est faux, archi faux. C'est arrivé ça arrive régulièrement.
à Paris, dans les quartiers chics, que des profs ne soient pas remplacés pendant plusieurs mois. Donc la victimisation à outrance est insupportable. Mais dans les campagnes, vous aussi, vous êtes victime de problèmes quand on parle d'éducation nationale. Oui, Valérie, vous l'avez dit. J'ai l'immense honneur d'être maire de Puy-l'Évêque depuis quelques jours. C'est une immense joie. Mais la joie, elle a été franchement de courte durée. J'ai pris une douche froide dès que je suis arrivé dans mon bureau et que j'ai appris la fermeture d'une classe dans ma commune. La douche froide, elle a été encore plus grande quand j'ai appelé mes voisins des communes de Luzège, de Castelfranc, de Duravel. On est sur un rayon de 20 km là. Et tous m'ont dit, nous aussi, on a une fermeture de classe. 4 fermetures de classe sur 20 km. C'est en gros des conditions d'apprentissage pour les gamins complètement dégradées parce que c'est des classes qui vont être surchargées. Les enseignants, mais c'est la panique totale. C'est qui va partir, comment on se réorganise. C'est des conditions d'apprentissage, de métier, d'exercice de leur métier qui est dégradé. Et je vais vous dire, pour nos territoires ruraux, c'est la cata, quoi. On nous dit attirer des entreprises, attirer des médecins, on fait tout pour ça, pour être attractif. Imaginez une entreprise, imaginez un jeune couple de médecins, une famille qui veut s'installer chez nous. Elle voit quoi ? 4 suppressions de classes. Est-ce que pour elle c'est rassurant ? Est-ce que ça va être un territoire d'avenir ? Alors moi je voudrais dire au service de l'éducation nationale qui fonctionne comme des robots et qui par ailleurs fonctionne de façon assez hypocrite puisqu'ils ont fait passer cette décision avant que les nouveaux élus arrivent. Remettez tout sur la table. On est des élus responsables, nous les maires. Il y a une baisse démographique, c'est vrai. On regarde combien de postes, effectivement, on peut regarder, peut-être enlever, mais laissez-nous nous organiser. Faites confiance à l'intelligence collective. Patrick parlait du lien préfet et maire. Oui, on est intelligent. Entre nous, on peut regarder comment on s'organise pour rationaliser ça. Mais de grâce, laissez-nous faire de façon transparente, en collégialité, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une saignée éducative dans nos territoires, et ça, c'est juste inacceptable. C'est scandaleux. Mais on a des élèves, bien sûr. On a déjà fait des regroupements, ce qu'on appelle les RPI. On peut en faire encore davantage. On peut s'organiser. Mais là, ce qui est fait là, à la hache, sans concertation, et juste avant qu'on arrive aux responsabilités, c'est juste scandaleux, franchement. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, parce qu'il n'y a pas de concertation. C'est la même chose pour les entreprises, avec tous les gens qui sont sur le terrain et qui savent ce qui se passe. Il n'y a pas de concertation. Il faut savoir aussi qu'ils ferment des boîtes privées sans aucune raison, parce qu'il faut qu'il y ait égalité dans la fermeture. Il faut savoir aussi, et on en revient aux économies nécessaires de l'État, que les profs sont pas payés, très mal payés. Donc il y a absentéisme. Et donc, je veux dire, c'est toujours le même problème. Et il va falloir qu'on soit drastique sur les économies. Et c'est demain matin. Oui, mais pas sur ça. Non, mais surtout, Valérie, le vrai l'économie débat. de l'État, pas de l'éducation. Sophie, le vrai débat, c'est la relation au pouvoir. Arrêtons d'emmerder les maires. On a des préfets, on a des rectorats. Laissons les maires. Le maire, c'est celui. On ferme leurs écoles. Sophie, le maire, c'est celui qui connaît sa commune. Il sait les gens qui vont arriver sur la commune. Il sait les relations qu'il peut avoir. Regardez, Valérie. Moi, j'ai envie de parler de territoire de vie. Je suis allé dans l'Allier. J'ai rencontré un maire qui m'a dit, on est 3 communes avec 1000 habitants. Et bien, moi, je fais l'éducation scolaire. À côté, il fait l'activité physique. À côté, la culture. Les maires, ils se débrouillent entre eux. Sauf que l'État est de toujours. Le ministre, il dit, ministre de l'Éducation, je décide. Mais il ne sait pas comment ça se passe sur les territoires. Lâchons la bride aux maires, et ce couple maire-préfet fonctionnera excellemment bien. Ça dépend des maires. Ça coûtera moins cher. Alors Sophie, rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps. Oui, écoutez, j'avais un petit coup de cœur pour finir un peu. Merci Sophie. Un petit, mais polémique. Un coup de cœur polémique. Non, on ne croit pas, Sophie, on ne croit pas. Non, mais je trouve que le Sénat, qui est quand même une assemblée sage, globalement, par rapport au pays, à l'Assemblée nationale, a décidé de reporter le vote et les débats sur la fin de vie. Cette fin de vie que le président de la République voudrait accélérer, si je peux dire. Il voudrait que ce soit voté, voilà. Et ça devait être voté pratiquement le vendredi saint. On est un pays chrétien, même si chacun est libre et laïque avant tout. Voter la fin de vie le vendredi saint, le week-end de Pâques, me semblait assez aberrant. Je trouve très sage qu'ils aient décidé de repousser ça. Et je trouve en plus... Alors moi, je vais défendre la laïcité. Oui, je défends la laïcité. Je vous laisse la défendre. Je vous laisse la défendre. Mais il se trouve que j'ai un deuxième argument, c'est que le monde s'entretue. Il y a des morts partout. Il y a une violence terrible. Et je trouve que cette loi sur l'accélération de la fin de vie telle qu'elle est faite et dite, auprès des médecins en plus qui ne sont généralement
peu d'accord parce qu'ils sont là pour préserver la vie. Je pense que c'est un très mauvais moment et je trouve que le Sénat, en la repoussant, en tout cas, était très sage. Et Yael Braun-Pivet désapprouve profondément ce report de l'examen au Sénat. C'est ce qu'elle a dit ce matin à l'antenne de Sud Radio. Mais Sophie, on ne peut pas défendre la laïcité et dire on vote pas. Mais c'était un argument trop. Voilà, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que repousser, ils ont dit. Oui, mais repousser, mais parce que c'est le vendredi saint, franchement. Pourquoi pas. Pourquoi pas Perico, rapidement. Alors, des questions simples. Qu'est-ce qu'on va manger, Perico? Qui on va manger? Qui on va manger, cru ou cuit? Auquel cette Cité Assemblée pourrait répondre très facilement. L'horizon s'ouvre-t-il enfin au-delà du Havre? Peut-être. On va voir ça avec le sénateur Vincent Louot, Horizon, qui va dire que peut-être, après la dégringolade dans les sondages, est-ce que Édouard Philippe est remis en scène par sa victoire au Havre? Faut-il tuer la police? Est-ce qu'il faut tuer la police? On se pose la question quand on entend certains responsables et on en discutera avec Marc Sibéra, président de l'amicale de la police nationale. On va revenir sur les scènes absolument fabuleuse que l'on a vu à la sortie des mairies. Oui, on en a parlé assez longuement. La Nouvelle-France, est-ce que c'est ça la Nouvelle-France? Voilà, c'est quoi la Nouvelle-France? Mais il faudra peut-être se compter, je vais faire une suggestion. Et puis on recevra pour les... Est-ce que les Juifs de France sont très à l'aise avec ce qui se passe au Proche-Orient après avoir soutenu Netanyahou contre le Hamas? Allez. Et je recevrai Denis Oliven, auteur du dictionnaire amoureux des Juifs de France. J'ai tout dit, ma chère Valérie. Voilà, et bien on vous retrouve dans un instant, cher Perico. Très bonne journée sur Sud Radio, à demain. Sud Radio.